Hello! Bonjour, Bienvenue Théo C'est chez hyper bizarre Bavardine. comme merci. Bienvenue. Donc là on est sur un épisode un peu spécial parce que Ju est à distance, elle pouvait pas être là aujourd'hui, mais on est avec Théo qui est maraîcher et qui va nous parler un peu de son parcours et aussi des difficultés du métier et de la difficulté de travailler dans une exploitation, une petite exploitation face aux grosses industries, etc. Donc est-ce que dans un premier temps tu peux te présenter et nous parler un peu de ton parcours? Oui, alors je m'appelle Théo, j'ai 28 ans. J'ai commencé par faire des études en biologie animale et végétale. Puis après, j'ai découvert un peu tout ce qui était woofing, etc. à travers différentes fermes et c'est ça qui m'a un peu orienté vers le maraîchage. J'ai travaillé un peu avec la LPO et Bretagne Vivante pour du suivi ornithologique avant. C'était un métier qui me tenait à cœur, mais qui était quand même très en contradiction un peu avec certaines valeurs que j'avais au final. Et c'est pour ça que je me suis réorienté plutôt vers l'aspect plus végétal. Et donc le maraîchage. Et j'ai passé donc un BPREA l'année dernière. Donc BPREA qui est l'acronyme pour brevet professionnel responsable d'exploitation agricole en maraîchage biologique. Voilà un peu pour le parcours. Et là cette année je travaille dans une ferme au nord de Rennes en maraîchage biologique. Et tu fais quoi du coup dans cette ferme Et ben on y fait un peu tout. On produit les légumes, on commercialise sur place et on fait aussi les marchés. Et donc c'est un peu particulier comme ferme puisqu'en fait c'est un collectif dans lequel il y a du pain qui est produit sur la ferme avec les céréales de la ferme et également des légumes lactofermentés et les pâtes. Depuis 2019, il y a eu une grosse évolution au niveau des jeunes qui s'engagent justement dans l'agriculture, notamment dans l'agriculture durable. Est-ce que c'est quelque chose dont on t'a parlé? Et est-ce que surtout tu pourrais expliquer ça? Enfin, comment tu pourrais expliquer justement cet engagement des jeunes qui s'est développé ces dernières années? Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de jeunes, mais je pense que c'est aussi quelque chose de global parce qu'il y a énormément de gens qui se reconvertissent aussi, même à 40 ans, quoi, qui reviennent vers un travail un peu plus terre à terre, qui sont en rapport avec leurs convictions, surtout la nature en particulier, des métiers qui sont manuels aussi, qui boostent un peu la créativité finalement. Tu es toujours un peu dans le mouvement quand tu fais ce genre de métier, c'est ça qui est vraiment sympathique. Et je pense que c'est une volonté, il y a une volonté politique de se dissocier du système un peu capitaliste en lui-même, d'être enfermé dans un bureau et complètement abruti par la société en général, quoi. Et oui, cette volonté de renouer avec le vivant, on va dire. Parce que c'est vrai qu'il y a ce côté aussi un peu genre engagement et tout. Est-ce que pour toi, c'est une forme d'engagement aussi de travailler dans ce milieu? Et est-ce que enfin notamment par rapport aux enjeux climatiques et Ah oui, même oui, oui. politiques du coup? Oui, en fait, oui, dans tous les cas, produire de la nourriture, c'est politique, manger, c'est politique. Que ce soit sur le point social, environnemental ou économique. C'est aussi vouloir rendre la nourriture, de la bonne nourriture biologique, sans traitement, qui ne file pas de problème de santé, la rendre accessible à tous et à toutes. Et d'un point de vue environnemental, c'est prendre soin du coup aussi de l'environnement. C'est vrai qu'il y a cette prise de conscience aussi, je pense des nouvelles générations parce que nous on se rend compte aussi du monde dans lequel on vit. Donc je pense que c'est pour ça qu'il y a cette augmentation de jeunes qui vont justement se pencher vers le milieu agricole. Mais c'est vrai que comme tu dis, en fait, il y a des gens qui se réorientent dans ce milieu-là aussi. T'as rencontré des gens aussi de tout âge, quoi, finalement. Oui, complètement. Ouais. Quand j'ai passé ma formation, l'âge des gens qui étaient au sein de la formation, ça allait de 19 à 42 ans. Ok. Qui venaient de tous les milieux en plus. On avait des gens qui venaient du BTP, d'autres qui venaient plutôt de l'informatique. Il y avait des anciens commerciaux, il y avait
des jeunes qui sortaient d'études, à peine du bac, quoi. Et après, il y en avait quand même une grosse partie qui, eux, avaient déjà des projets d'installation un peu, donc, qui nouaient déjà un peu avec ce métier, quoi. Mais c'est vrai que oui, c'est très éclectique comme milieu. Puis le côté intergénérationnel, c'est hyper enrichissant au final, mais est-ce que tu vois une différence d'approche justement en fonction des générations, ou est-ce que ça reste quand même assez homogène? Enfin, comment tu pourrais expliquer, enfin, définir ça? Non, il y a toujours des choses qui varient selon l'âge, puisque effectivement, c'est pas forcément les mêmes générations, donc il y a eu une éducation un peu différente, et on voit que parfois les jeunes, très jeunes, ont une façon de penser parfois plus radicale que les plus vieux, et qu'ils intègrent aussi plus vite beaucoup plus de choses, qui sont beaucoup plus inclusifs avec les gens aussi. Tandis que tu as des vieux qui passent des BP, que ce soit en élevage, en maraîchage, en horticulture, qui peuvent être un peu encore bruit de décoffrage, un peu très fermés par rapport à plein de choses, que ce soit la place de la femme dans le monde agricole, le plan social aussi dans le monde agricole, quoi. Enfin, il y a énormément de choses qui changent, ouais, suivant les âges. Oui, puis toi, du coup, tu as rencontré ça vu que tu as pu bosser avec des gens des générations au-dessus. Du coup, tu as pu remarquer ce côté un peu, justement, où tu vois qu'il y a un vrai gap sur les façons de penser à l'ancienne, on va dire, entre Ouais, bien sûr, guillemets. ouais, ouais. Après, il y en a qui ont 50 ans, qui sont très bien. Et c'est ça, mais c'est vraiment une petite minorité par rapport à quand même une grande partie où il y a toujours cet esprit un peu étriqué, mais qui est un truc d'éducation et culturel et imposé un peu par le système aussi comme il est, quoi. Est-ce que c'est des discussions justement que vous avez entre vous, enfin ouais, en parler tout simplement, essayer de faire évoluer les mentalités? Oui, bien sûr. Moi, c'était un peu faire du maraîchage. Je voulais pas que faire du maraîchage, je voulais aussi faire tout ce qui était un peu animation, sensibilisation par rapport à tout ça, parce que c'est quand même un point important de toucher le public pour pouvoir leur expliquer qu'il n'y a pas juste le fait de manger bio qui est bien, c'est qu'il y a tout un aspect, il y a tout un spectre autour de tout ça. Ça englobe vraiment un truc énorme, au-delà de simplement se nourrir pour sa santé, quoi. C'est une prise de position politique en fait par rapport au fait que c'est en faire plus pour les autres, de faire en sorte que tout le monde puisse manger. C'est un peu le truc de la sécurité alimentaire dont on parle depuis un moment aussi, mais qui est jamais mis en place, alors que ça devrait être un droit pour tous, quoi, et toutes. Ouais, c'est ça, et puis c'est vrai qu'on peut faire un peu le rapprochement avec l'épisode avec Alice où on parlait de la consommation locale et que du coup Alice, donc les épaisses, parlait du fait qu'elle essayait de mettre en avant ça, mais que elle veut pas faire culpabiliser non plus parce que le local c'est pas forcément accessible à tout le monde. Et tu parlais du bio tout à l'heure, et du coup est-ce que pour toi manger bio c'est un luxe ou pas finalement? Bah, ça peut dépendre de comment c'est fait. Je pense que il y a de plus en plus de maraîchers qui essaient de le rendre accessible à tout le monde, mais effectivement en termes de temps, tout le monde n'a pas le temps d'aller se déplacer sur un marché pour acheter ses légumes, tout le monde n'a pas le temps de se déplacer sur une ferme. Accéder au Biocoop, etc., c'est compliqué. Quand tu es des familles nombreuses dans des HLM, oui, forcément, tu vas aller faire tes courses au Super U à côté, c'est plus rapide, tu as tout qui est disponible directement. C'est aussi le problème d'avoir perdu toutes ces petites épiceries du coin, du quartier qui faisaient des légumes, du pain, machin, etc., et tout globalisé, quoi. Mais quand on voit de toute façon que là, dans le nord de Rennes, je ne citerai pas la chaîne, mais en gros, on a des tomates qui ont été importées d'Italie là maintenant au printemps, qui foutent du coup le bazar parce que qu'on est encore dans les légumes d'hiver, donc il y a des maraîchers qui sont moins payés sur le plan local. Et la chaîne dit bah oui, mais en même temps ça fait des nouveaux légumes, on a de la tomate, du poivron, etc. Alors que c'est pas du tout la saison, quoi. Et qu'en plus de ça c'est pas local. Donc malheureusement il y a aussi tout ce truc là de les mentalités au sein de ces organismes-là sont aussi problématiques, quoi. Il y a tout un système à revoir pour pouvoir permettre à ces gens de prendre le temps d'avoir accès à cette nourriture-là facilement, quoi. Oui, puis sachant qu'en plus c'est censé
être quand même un endroit où c'est quand même un peu plus facile d'accès que pour les gens qui peuvent pas justement se rendre dans des marchés, etc., Ouais, qui bien n'ont pas sûr. le temps, qui travaillent le week-end quand il y a le marché, etc. Ouais, ouais. Du coup, c'est vrai que si y a des fruits qui sont pas de saison, ou des légumes, ça n'a pas trop de sens. Ah oui, c'est ça. Ouais. Est-ce que toi, ça a changé ta manière de consommer, de travailler dans ce milieu-là et d'être confronté à cette problématique Je quotidiennement? mange effectivement beaucoup plus de légumes qu'avant, ça c'est clair et net. Surtout quand tu as accès en fait à ça directement. C'est que tu te sers, nous dans la ferme, les légumes, ils nous les filent gratuitement, quoi. Ça fait partie du job parce que finalement, enfin, tu vois, même sur du maraîchage en petite surface, tu produis tellement, il y a beaucoup de choses qui partent en épicerie solidaire parce que tu peux pas vendre tout ce que tu produis, quoi. C'est des quantités quand même assez importantes. Et ouais, après à côté, c'est vrai que j'ai quand même vachement réduit ma consommation de viande, encore plus industrielle, j'essaie de limiter au maximum, quoi. Et après pareil, je fais super gaffe à ce que j'achète, la provenance des légumes, j'essaie d'acheter plus local, à des petits producteurs, etc., quoi. C'est vrai que tu découvres un peu une nouvelle affinité, quoi, pour tout ça. Oh my god, les motos. Mais du coup, là, on parlait pas mal du côté consommation, etc. Mais il y a aussi les conditions de travail, justement, dans le milieu. Oui. Et notamment, il y a des risques physiques, mais aussi, ça peut être très dur mentalement. Est-ce que toi, t'as fait face à ça ou alors t'as témoigné de personnes qui ont vécu... Bah, effectivement, quand tu mets les pieds dans le milieu, tu vois très vite des agriculteurs qui se sont épuisés, que ce soit à l'installation, que ce soit juste sur plusieurs années de travail, etc. T'en vois qui ont des gros problèmes de lombalgie. Physiquement, c'est dur, mentalement, c'est dur aussi, parce que, encore plus pour des agriculteurs conventionnels qui sont pressés par les syndicats horribles, que je ne citerai pas, et d'autres, et par aussi juste le système économique de ce monde-là, quoi, qui fait qu'il faut toujours produire beaucoup plus en faisant très peu de marge, donc tu n'arrives même pas à te payer un SMIC alors que tu produis des tonnes et des tonnes de bouffe pour une grosse partie de la planète qui est exportée en plus derrière. Donc ça, ces gens, ils sont victimes malheureusement d'un système, quoi. Et ouais, bah, c'est pas pour rien que c'est un des milieux dans lequel le taux de suicide est le plus élevé. Et après, physiquement, oui, tu le vois, même sur du maraîchage en petite surface, des gens qui se lancent et qui pourtant, bon, ça va, sur la longueur, tu finiras forcément par moins bosser. Mais au début, oui, tu te tapes des semaines entre 70 et 100 heures par semaine. C'est physique, tu le sens passer. Tu peux te blesser vraiment, vraiment violemment, quoi. Et après, mais bon, il faut se faire accompagner, un bon kiné, faire du sport aussi à côté, je pense que c'est super important quand tu fais ce genre de taf. Mais c'est pas donné à tout le monde n'a pas forcément le temps de le faire, tout le monde n'a pas la tête à ça aussi non plus, donc il y a énormément de... c'est un métier c'est précarisant comme situation. T'as pas de revenus dans les premières années où tu t'installes. C'est vrai que c'est un truc un peu compliqué, particulièrement quand tu es tout seul. Et c'est pour ça que moi j'ai fait le choix de m'installer en collectif avec des amis. Donc ça va venir, là pour l'instant je suis salarié agricole. Et en gros l'idée c'est que dans le temps, je m'installe avec des potes, on serait 3 associés sur une partie maraîchage, on ferait peut-être un peu de champignons, etc. Enfin bref, il y a encore plein de choses qui sont à se décider. Mais l'idée c'est de faire ça en collectif parce que la force du collectif c'est pouvoir réduire ses heures de travail, tout le monde sait un peu faire plein de choses différentes, on essaie de s'apprendre des choses. T'es avec du monde qui te galvanise aussi tout le temps, du coup t'as toujours un peu cette énergie qui est là et qui te motive à te lever le matin et tout, quoi. Encore plus quand t'es avec des amis à faire ça, c'est super. Là je le vois, je suis au sein d'un collectif là, en colocation au nord de Rennes, là, c'est la ferme du Terre-Terre. Si vous voulez y passer, venez, c'est super, des fois il y a des événements et tout. Et donc eux ce qu'ils font là-bas c'est incroyable, quoi. Ils se sont installés l'année dernière, ils sont en élevage vaches laitières et à côté ils ont une partie maraîchage qui a été installée aussi. La ferme elle va de plus en plus s'agrandir entre guillemets, quoi. Et ils ont réussi à choper 64 hectares de terre parce que c'était des gens qui se connaissaient bien. Ils se sont dit ok, on va tout faire pour mettre ça en place. Ils sont restés super soudés, ils ont fait leur truc, leur machin, etc. dans tous les sens.
Ils ont réussi à choper le terrain quoi, par cette force-là, parce qu'ils étaient plusieurs, parce que il y avait une juriste, il y avait des gens qui connaissaient le monde agricole et le monde du collectif aussi beaucoup. Il y a les éleveurs du coup aussi qui rentrent là-dedans. Et tout ça, en fait, ça arrive à former ce genre de choses, quoi. Et c'est super important pour réussir, je pense, d'être ensemble. Tout seul, on avance vite, ensemble, on va plus loin. Un truc comme ça, je crois. Et parce que du coup, le collectif là dont tu parlais, c'était des gens du milieu au début, parce que toi, du coup, ton parcours, c'était de base, t'as fait bio et après, t'es allé dans le monde agricole, Ouais. mais t'avais pas un pied dedans. Ouais. Mais ces personnes-là, c'était quand même des gens du milieu. Et ben là, le collectif dans lequel je suis actuellement, pas forcément, la ferme dont je bosse non plus. Ok. C'est en vrai, il y en a un par exemple, lui qui avait fait sciences politiques avant, qui s'est orienté lui dans l'agricole parce qu'il y avait tout un aspect social aussi qui les intéresse. C'est ça qui va être mis en place aussi sur cette ferme-là, c'est de l'accueil social pour faire du lien aussi avec des gens qui sont exclus du monde en général, quoi. Réussir un peu à recréer une vraie dynamique d'entraide en fait dans ce genre de système. Et oui, c'est énormément de gens qui ont, je pense, des affinités avec le vivant ou avec l'être humain en fait, de base. Parce qu'il y a, par exemple, dans la ferme où je travaille, c'est des anciens, un qui est ancien ingénieur en agronomie. Donc quand tu travailles avec le sol, tout ça, bah forcément ça t'amène au bout d'un moment à réfléchir à autre chose. Et là, bah voilà, il s'est reconverti, il a fait du maraîchage, quoi. Ok. C'est quand même, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont un lien un peu avec la terre. Oui, ça fait un peu un lien avec la terre ou alors un peu un lien avec l'être humain, le vivant, tout ça, quoi. Faut pas qu'on s'exclue de la terre, on en fait partie. Et justement, il y a plein de jeunes maraîchers ou de nouveaux maraîchers en tout cas qui s'installent en collectivité, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Quelles sont les principales difficultés auxquelles tu peux être confronté justement quand tu veux t'installer, que tu pars un peu de rien, que tu n'as pas forcément d'expérience là-dedans? Bah, les principales difficultés que tu peux retrouver, c'est vraiment te casser trop vite en te précipitant parce que tu as quand même des objectifs de rentabilité, surtout quand tu as eu des subventions, parce que tu dois prouver que ton système il va être capable de fonctionner. Donc c'est vrai que tu te stresses un peu en te disant que forcément il va falloir faire du chiffre à un moment, donc il faut que le système fonctionne. L'autre difficulté, c'est l'accès aux terres. Il y a énormément de fermes de plus en plus maintenant qui s'expandent, qui récupèrent des terres autour d'elles alors qu'elles pourraient être utilisées pour des fermes à plus petite surface. Il y a un gros problème notamment autour de tout ça avec les producteurs de patates et les chipsiers, hein. Je ne citerai pas la marque en particulier, mais toutes les fermes qui font des hectares et des hectares de pommes de terre, et ben, le problème c'est que c'est des terres qui pourraient être utilisées pour faire d'autres choses qui nourriraient mieux la population. Ça serait super. En France, on a largement de quoi faire. On pourrait nourrir la France entière avec production de légumes et quelques poules, tout ça. Si on arrêtait cette surproduction, quoi. Les chiffres, je crois que j'avais calculé, c'est 55 millions d'hectares, un truc comme ça, et il suffirait de 14 millions d'hectares, 14 millions d'hectares sur les 55 millions en maraîchage et un peu en petite, enfin en gros en élevage petite surface et maraîchage sur petite surface. Sachant qu'il y a 50% des 55 millions d'hectares qui sont utilisés déjà en agricole, donc ça veut dire plus de 25 millions. Du coup, je me demande si c'est même pas encore moins. Je crois que c'est que 15% d'ailleurs de ces 55 millions. Bon, bref. Voilà, donc ça serait faisable. On pourrait, si on changeait de manière de faire, on pourrait changer le système. J'ai un peu digressé par rapport à la question de base. Mais voilà, c'est l'accès aux terres qui peut être compliqué, c'est les premières années d'installation qui peuvent être compliquées, c'est aussi dans le collectif, ça peut être le PFU, comme on l'appelle, le putain de facteur... Ah non, c'est PFH d'ailleurs, je dis... Ouais. Le PFH, le putain de facteur humain, qui fait que bah, forcément, malheureusement, t'es jamais à l'abri qu'il y en ait un qui en ait marre, qui veuille arrêter, et que ça puisse faire s'effriter un peu le collectif, et qu'au bout d'un moment, bah, ça s'épuise, ça tombe. C'est un peu... C'est un peu aussi une des difficultés à prévoir. Il faut y penser de temps en temps, quoi. Et toujours
laisser ouvert la discussion pour voilà, prévenir un peu tout ça. Et c'est vrai que du coup, là, quand t'en parlais, ça met vachement en avant le fait que c'est les grosses industries, pardon, 1, 2, 3, les grosses industries à qui on laisse encore la place. De toute façon, on voit que le gouvernement et genre toutes les politiques et tout, c'est fait pour ces industries-là. Et du coup, les petites exploitations qui justement veulent mieux faire et veulent aider les gens à mieux se nourrir, c'est une grosse galère, quoi. Il y a une concurrence qui est un peu déloyale, enfin, que ce soit pour l'installation ou même au niveau de la Et valorisation des encore, c'est pas un petits... truc, je serais pas le plus placé pour en parler parce que je vivrai jamais ça parce que je suis un peu privilégié sur plein de points. Même quand on parlait des galères que tu rencontres quand tu es un agriculteur, etc. Tout ça, faudrait aller vraiment interviewer des agriculteurs qui vivent ce truc-là au quotidien, même si je pense qu'ils n'auraient même pas le temps de pouvoir en parler, quoi. Mais c'est vrai que là-dessus, par exemple, je m'ai installé avec une copine, ses parents sont déjà fermiers, ils ont déjà des hectares. Donc ce qui va se passer, c'est que là, on va récupérer 7 hectares pour s'installer, on n'aura rien à faire à part un prêt à la banque pour acheter le matos agricole, quoi. Pour les serres, les tracteurs, etc. Donc en soi, c'est déjà c'est un peu le jeu est presque gagné d'avance, quoi. C'est tout ce qui est après à gérer, c'est le collectif. Et, et oui, réussir à vendre, mais on réussit toujours à vendre des légumes. Les gens, ils aiment bien manger en fait. Est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui passe aussi par la sensibilisation des nouvelles générations, peut-être par l'éducation, parce que c'est vrai que c'est des problématiques auxquelles on n'est pas forcément sensibilisé quand on est jeune. Et est-ce que tu penses que il y a un rôle qui doit être joué peut-être dès l'école à ce niveau-là? Bah oui, oui, bien sûr, c'est évident. Ça n'a pas beaucoup été fait dans les générations antérieures, mais maintenant on le voit de plus en plus, c'est qu'il y a de plus en plus d'associations, de collectifs qui vont vers des écoles, ou alors les écoles vont vers ces associations-là pour justement découvrir un peu le monde agricole, la biodiversité, etc., quoi. Et on sent que là, dans la génération qui arrive, il y a quand même des gamins qui sont vachement plus sensibilisés à ça, à mieux manger, à la nature, etc. Et puis surtout, ça les fait sortir aussi de leur cadre ultra scolaire, surtout dans les écoles de quartier. En fait, c'est trop bien d'avoir ces gamins-là. Moi, j'avais un peu bossé dans une ferme, donc à la ferme de Quincé aussi, pareil. Allez-y, c'est sympa là-bas. Et en gros, j'avais un peu bossé en animation là-bas. C'est vrai que c'était trop bien d'avoir des enfants qui découvraient un peu le milieu, quoi. C'est super attendrissant et puis ils sont vraiment intéressés. Et tu sens que c'est ce public-là que tu vas pouvoir toucher vraiment. Parce que bon, malheureusement, sensibiliser des vieux qui sont déjà arrêtés sur leurs idées, c'est assez compliqué. Ça peut se faire, hein, mais il y en a vraiment très peu qui sont ouverts vraiment à ça. Et vraiment travailler avec des enfants, non, c'est trop bien parce que ils sont super. Ils découvrent des choses, ils se testent aussi. Ça permet vraiment de créer du lien, déjà de un, parce que tu fais des activités avec eux qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de faire d'habitude. Et surtout, tu sens que ça peut être ouais, cette future génération-là qui va pouvoir après aider aussi à perpétuer ce discours de il faut préserver tout ça, il faut faire attention à comment on mange, il faut faire attention à nous, il faut reprendre un peu, il faut renouer avec le vivant, le sol, etc., quoi. Parce qu'en vrai, à quoi bon bosser dans des bureaux, ça sert à rien, qu'on se le dise. On a juste besoin de manger et de nourrir, se balader. L'école, c'est aussi un moyen de donner accès à des enfants qui justement n'auraient pas eu l'occasion avec leur famille ou qui sont pas du tout sensibilisés à ces questions. Donc ça permet aussi à ces enfants de retransmettre ce qu'ils ont appris à leurs parents, quoi. Il y a aussi un côté échange qui est hyper intéressant. Ouais, carrément, ouais. Oui, j'en voyais des enfants qui disaient même à leurs parents, attention, ça c'est pas bien, le tri, machin, on peut faire ça comme ça et tout. C'est super marrant quand tu vois ça, quand tu dis, ok, c'est bien, le travail est fait, quoi. Et il sera continué d'être fait par ces enfants-là après, dans le futur. C'est ça qui est chouette, quoi. C'est vrai que c'est une question que nous, on n'a jamais abordée, en tout cas, je trouve, dans nos générations. Genre, on nous a jamais parlé de ce rapport justement à la terre et l'importance du local. Enfin, on en a entendu parler, mais on nous l'a pas appris. Genre, on n'a pas été éduqués dessus, quoi. Ouais, non, pas du tout, ouais. Bah, à l'école et tout, en vrai, bah ouais,
T'as juste les cours, éventuellement des sorties scolaires, quelquefois, mais c'est plus des sorties un peu random, genre allons dans la forêt de Brocéliande voir les légendes de Merlin, etc., quoi. En tout cas pour nous en Bretagne. Mais en vrai, oui, bah, c'est marrant, c'est cool, c'est ludique, mais en soi, ça sensibilise pas un enfant. Mais bon, l'école, l'école, le problème, c'est qu'effectivement, si tu commences à dire ah, il faut faire de l'écologie, etc., tout ça, ça part dans un truc un peu politique, mon Dieu, on va créer des bons petits gauchos et tout, alors que non, on crée juste des êtres humains qui vont être sensibilisés à des trucs naturels pour eux depuis des millénaires. On est dans des espaces ouverts, on était des nomades de base, tu vois, et, euh, et on a perdu ce truc-là, et c'est vrai que là maintenant. Je sais pas si c'est un truc d'école un peu particulière avec des enfants un peu. Je sais pas si c'est vraiment lié à ça, mais j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup plus effectivement de sorties dans des endroits, dans des lieux euh, ouverts à la biodiversité, au maraîchage, même à l'élevage aussi, élevage de, comment on pourrait dire, de l'élevage éthique, on pourrait dire. Et ouais, non, c'est bien. Parce qu'il y a aussi des associations qui, comme je disais tout à l'heure, qui font ce travail-là. C'est ça qui... J'ai l'impression que même dans les cantines, enfin en tout cas ça fait plusieurs fois que j'entends parler de cantines qui font un peu participer les enfants, qui essayent de privilégier le local et donc de les faire participer en les sensibilisant à ça. Et c'est quelque chose qui n'existait pas tellement. Enfin moi je me souviens que quand j'étais à l'école, alors qu'en vrai on est encore jeune, mais enfin c'était pas du tout des problématiques dont on nous parlait. Il y avait énormément de gâchis alimentaires, etc. Et j'ai quand même l'impression que là-dessus il y a une évolution ces derniers temps. Même si ça reste hyper marginal par rapport à Oui, oui. à ce Ouais, mais que carrément, mais je mais, c'est vrai que ça se voit quand même qu'il y a une évolution un peu positive là-dessus. Même si c'est pas gagné. oui. Le combat n'est pas gagné, mais ça se voit quand même que. Bah là, typiquement, dans le lycée où je passais mon BP, bon, le truc particulier, c'est que du coup, forcément, tu passes un BP en maraîchage, donc il y a des terrains sur lesquels tu vas pouvoir faire du maraîchage. Et en fait, les légumes qui étaient cultivés sur les terres du lycée, bah, c'était pour la cantine du lycée. Et c'était un lycée agricole, mais il y avait aussi une formation classique en général, quoi. Donc du coup, bah, les élèves, ils avaient la chance de pouvoir manger des produits frais qui venaient carrément du terrain d'à côté, quoi. Est-ce qu'il y a des choses que tu aimerais voir évoluer justement dans ce milieu-là et en quoi bah, les politiques publiques ont un rôle à jouer là-dedans? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même des grosses industries qui prennent encore beaucoup de place. On peut le voir que, notamment au niveau politique, avec les accords Mercosur, etc., il y a quand même vachement de régression. Et donc, selon toi, en quoi les politiques publiques ont vraiment un rôle à jouer là-dedans? Bah, les politiques publiques, moi, j'y crois plus trop, hein. Mais bon, après, ça reste que mon avis, parce que quand moi je parle d'agriculture biologique, je parle aussi d'une agriculture un peu alternative, dans laquelle, bon, on va quand même essayer d'aller chercher des subventions, etc., qui sont de plus en plus compliquées, parce que même avec l'agence bio, etc., ils se font taper dessus, tout le monde en prend pour son grade. Et c'est aussi pour ça qu'on s'organise en collectif, c'est pour faciliter la production, en fait, et voir arriver à un moment, à un stade où on serait quasiment en autonomie, quoi, sur les fermes. Donc avoir de l'élevage pour la viande, des légumes pour les légumes, et potentiellement des céréales aussi. On pourrait faire notre pain nous-mêmes. Enfin, c'est un peu le plan, quoi. Mais c'est vrai que les politiques publiques en soi, bah ouais, ça devrait se passer mieux, mais le problème c'est qu'il y a tellement d'accords, il y a tellement Les d'enjeux intérêts, ouais. économiques à exporter de la bouffe, exporter des pesticides dans des pays pour acheter des légumes qui sont traités avec des pesticides que nous on n'a pas le droit de traiter ici. Genre enfin on marche sur la tête, quoi. Et du coup, tu peux pas vraiment attendre quoi que ce soit d'un système. On est dans un système ultra capitaliste qu'il faut détruire, mais qui sera jamais détruit parce que c'est trop compliqué à faire en interne. Du coup, l'idée c'est de s'organiser en, en État au sein de l'État, quoi, un peu, en petite communauté, quoi, et faire de l'autogestion, et voilà, quoi. Pour moi, c'est un peu la solution, un peu comme dans les ZAD, ce genre de choses, quoi. Ce serait D'où l'importance des collectifs, justement. d'où l'importance des collectifs. Et quand on parle de ZAD, etc., tout de suite on voit des hippies, machin et tout, mais en fait non, c'est des gens qui bossent,
mais qui se battent en plus en parallèle, parce qu'on essaie de leur taper dessus, on essaie de les dégager, etc. C'est des gens qui cultivent, qui élèvent, c'est des gens qui produisent de la valeur, vraiment une vraie valeur, pas comme toutes les personnes dans les bureaux, les banquiers, les machins, etc. Tout ça, c'est qu'il y a un truc qui nous aide à survivre, au-delà de juste de la monnaie fictive ou des choses comme ça, quoi. Et pareil, quand on parle d'installation à l'école, quand tu es là à dire ouais on va faire ça entre copains, machin, etc. Tout ça, on me prend un peu pour ouais ça des hippies, alors qu'en fait, enfin pas du tout quoi. On est là pour bosser, pour rendre ce monde meilleur. Ou alors en tout cas pour nous. Mais surtout qu'il y a une certaine dévalorisation par rapport à ça. Enfin, on a tendance à dire que c'est utopique, que c'est pas, Ah enfin, oui, c'est pas oui, viable, complètement. etc. Alors qu'en réalité, c'est vraiment fondé sur des choses concrètes. Bah, ça le serait totalement si tout le monde faisait ça en fait, et que si on arrêtait de faire n'importe quoi. Bah, surtout qu'en plus d'essayer de vivre dans un monde meilleur et puis que les gens aient accès à bah, une alimentation meilleure, etc., c'est qu'il y a aussi l'enjeu climatique à côté. Oui, bien sûr. Ouais. C'est qu'il y a ça aussi, Oui, c'est en qu'il plus. Ouais. y a le retour aux sources qui va être limite inévitable Mhm. et dont les gens ne se rendent pas compte parce que bah, tout le monde est un peu dans sa bulle aussi. Mais il y a une forme Ah de oui, mais déni, ouais. complètement. Bah, il y a Agnès Sinaï, bah, je peux montrer, je peux commencer à montrer des livres hein, s'il faut Ah montrer bah des oui, livres. ouais. Et en gros, il y a Agnès Sinaï qui a écrit Réhabiter le monde et qui a coécrit aussi Le Grand Paris après l'effondrement. Et c'est un livre qui traite donc de comment ce sera quand il n'y aura plus d'énergie fossile. Comment on fera en fait quand il n'y aura plus de pétrole. Donc dans très peu de temps, normalement, ça devrait arriver quand même. Parce que il me semble que les études qu'ils avaient faites, c'était en projection sur 2050. Et en gros, l'idée, c'est de dire bah, comment est-ce qu'on va vivre une fois qu'il n'y aura plus d'énergie fossile. Parce que malheureusement, le pétrole, bah, il n'y en aura plus au bout d'un moment. Et donc, c'est prendre les transports à mobilité douce, donc comme le train par exemple, utiliser le vélo, etc. Commencer à s'éloigner des villes et plus rentrer dans les campagnes. Et en plus, sur les études qu'ils ont faites, ce qui est super intéressant, c'est que on n'est pas à se dire oh mon Dieu, c'est terminé, on va vivre dans des cabanes en bois ou dans des grottes comme dans le passé quoi. Non, c'est vraiment on revient à un truc plus terre à terre, mais on produit quand même de l'électricité via par exemple les éoliennes, via les barrages électriques, etc. Tout ça quoi, les barrages hydrauliques. L'idée c'est de pouvoir continuer de produire. Par exemple, l'industrie textile continuerait de produire aussi des t-shirts, des vêtements, tout ça. Donc c'est pas un truc complètement déconstruit dans lequel on serait là à avoir juste un pantalon et un t-shirt pour toute sa vie. Non, dans ces projections-là, on peut encore vivre de manière comme on vit maintenant, quoi, en gardant nos privilèges. L'idée ce serait même qu'on pourrait continuer de regarder la télé chez nous, etc. Mais ça serait juste qu'on consommerait moins, on serait plus raisonnable sur certaines choses, mais on arriverait à trouver un équilibre. Mais le problème, c'est que on y arriverait dans le cadre où il y aurait eu un effondrement avant. C'est ça qui est terrible, c'est qu'on ne peut pas se dire maintenant, vite, on va réduire un peu la consommation, machin, etc. Non, il faut attendre l'effondrement. C'est un peu, c'est les études là qu'ils et elles ont faites, qui sont super intéressantes. Et est-ce que du coup tu as d'autres... parce que je vois tu as une pile de livres là. Est-ce Ouais, que tu as ouais. d'autres choses à J'ai ramené quelques conseiller? trucs. Alors ça, justement, on parlait de tout ce qui était, collectivité, s'organiser en communauté, etc. Tout ça. Perspective terrestre, ça en parle pas mal, surtout sur la fin. Mais globalement, oui, non, en vrai, c'est juste le livre en général qui parle de ça. Hein. C'est vraiment, ouais, c'est construire en gros des fédérations de territoires autonomes pour réussir à s'en sortir face à un État qui nous étrangle de plus en plus, quoi. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du même auteur coécrit avec Philippe Descola, Ethnographie des mondes à venir. Ça, c'est plus pour dire, bah voilà, il faut qu'on arrête de dire que il y a les écosystèmes, qu'on ne fait pas partie forcément des écosystèmes ou alors qu'on ne fait pas partie de la nature quand on parle de la nature. Genre par exemple, je vais faire une balade dans la nature, on en fait partie aussi.
Il faut réussir à se remettre les pieds dedans en se disant bah voilà, l'humain fait partie de ce grand tout, quoi. C'est pas parce qu'on a développé une surintelligence, etc., que bah, maintenant on peut plus, comment qu'on dit, on peut, on doit se séparer de tout ça, quoi. Alors que non, c'est des trucs qui nous font et qui nous font vivre. On n'est pas au-dessus de ça, quoi. Voilà, complètement. Ça, c'est plus surtout pour la question sociale. Question sociale autour de l'écologie, de la puissance que peuvent avoir les personnes issues de l'immigration, les enfants de personnes issues de l'immigration aussi. Fatima Wassak, pour une écologie pirate, elle a écrit plein d'autres livres. Elle a formé un super collectif aussi. Enfin bref, il faut vraiment aller lire, c'est super intéressant. Et oui, on est vraiment en plein dans ce qui est la convergence des luttes en fait. Ramener le social à l'environnement, à l'économie, à la politique, et vraiment dire bah regardez en fait finalement on a tous un peu le même combat contre ce système en général. Un livre de Flaminia Padeu, Sous les pavés la terre aussi. Très intéressant. Ça parle surtout de tout ce qui est bétonisation des villes, du fait qu'il y a plein de petits jardins maraîchers qui se sont fait éclater pendant une longue période. Ça parle un peu du Grand Paris, comment c'était avant, dans les années 1900, et comment est-ce qu'il y a eu tout ce bordel de fractures métaboliques, etc. Tout ça, et comment est-ce qu'on en est arrivé là, quoi, à séparer complètement la ville de la campagne. Et ouais, c'est intéressant puisque déjà il y a une grande question sociale autour des gens qui vivent dans des logements un peu précaires en HLM et qui ont plus accès à du verre en fait. Ils peuvent plus aller se balader dans les parcs, les machins, etc. de manière facile. Il faut qu'ils prennent les transports en commun et tout. T'as pas forcément le temps, t'as pas envie. Pareil pour jardiner, manger tes légumes juste à côté. Bah, avant il y avait des jardins qui étaient présents, comme maintenant il n'y en a plus. Et ouais, ça en dit long sur en 100 ans comment est-ce qu'on a tout flingué, quoi. Voilà. Et après, un dernier livre qui est plutôt un petit livre assez rigolo. C'est Le petit traité du jardin punk de Éric Lenoir. Il existe aussi en grand traité du jardin punk, pour ceux qui préfèrent un grand traité. Mais super intéressant en fait parce que c'est vraiment c'est plus un truc. Donc là encore on est en plein dans le politique, hein, mais c'est comment est-ce qu'on peut arrêter de gérer la nature et faire en sorte de la laisser s'étendre dans les villes aussi, quoi, parce que vu que tout est gris, bétonné de partout, il n'y a plus de fleurs, il n'y a plus rien, il n'y a plus de pollinisateurs, c'est moche, quoi. Et donc l'idée c'est que ça donne plein de petites clés pour faire un peu des actions militantes pour reverdir un peu les villes. Et ça explique aussi comment entretenir des jardins potentiels à des endroits qui sont plus utilisés, des friches, des machins. Enfin, entretenir sans entretenir, parce que le principe du truc c'est le jardin punk, si on laisse faire, on balance de tous les sens et voilà, quoi. Et on laisse faire la nature. Voilà pour les petits bouquins qui ont construit un peu des idées et tout autour desquelles je m'accroche. Et ben merci pour ces petites recommandations, il y en a pour tous les goûts. Avec plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bah moi écoute, j'en ai pas d'autres, je sais pas si Jus tu en as. Non, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, c'était pas mal. Bah ouais, en tout cas merci beaucoup d'être venu parler un peu de ton parcours et de témoigner des difficultés du milieu. Ouais. Parce que c'est hyper important et que c'est bien d'introduire un petit peu ça dans cet épisode. Je pense que là l'idée c'est que je pense que les lectures peuvent être bien pour les gens qui veulent pousser un peu plus loin à la réflexion. Ouais, carrément, ouais. Et puis surtout en fait aller se renseigner aussi dans le milieu directement, je pense que c'est important parce que là c'est quand même... Il y a plein d'assauts, de collectifs et tout vers lesquels vous pouvez vous orienter. Notamment, je vais faire la promo de la Confédération Paysanne, hein, forcément. Qui est un syndicat mais aussi un collectif à côté. Il y a plusieurs groupes de confédérations jeunes, machin et tout, vous pouvez faire des actions avec elles. Il y a le R2R aussi à Rennes, donc le réseau de ravitaillement rennais, qui lui fait plein d'actions en fait pour ravitailler les luttes. Il y a plein de chantiers participatifs sur lesquels vous pouvez venir, il y a les dates sur leur réseau et tout, c'est trop bien. À chaque fois il y a un chantier, une discussion avec des personnes issues d'un collectif ou d'un lieu en particulier. Et puis des fois il y a des jeux, des machins, il y a toujours un repas, enfin c'est vraiment sympa.
Et après, ouais, voilà, vous tournez vers un peu tous les collectifs qui font de l'agricole, les collectifs qui font de l'intercollectif aussi. Je sais qu'il y a un collectif qui s'appelle Destin Lié, qui pareil, c'est un peu... on est en plein dans ce truc de convergence des luttes, quoi. Parce que c'est plein de collectifs issus de plein de milieux différents qui se rejoignent sur des questions politiques. C'est très intéressantes. Ok, de toute façon on mettra tout en lien aussi pour que ça soit plus facile à retrouver. Bien sûr. Puis c'est cool d'avoir ce genre de discours, puis surtout d'aller vers ces personnes-là pour éviter de tomber dans les discours de diabolisation qu'on entend souvent dans les médias. Donc c'est bien de ne pas s'arrêter à ça et de s'ouvrir un peu plus, quoi. Carrément. Complètement. Voilà, en tout cas merci beaucoup. Et puis avec plaisir, de rien. Ça me... Et puis on vous dit au prochain épisode. Salut, à plus. à la prochaine. Salut.